Bienvenue. Alors, imaginez un peu le pitch. Une start-up de la tech financière qui promet de révolutionner l'immobilier avec la crypto. Le futur, en quelque sorte. Exactement. Ils achètent des centaines de maisons à Détroit, ils les transforment en actifs numériques, des tokens, et hop, ils les vendent à des investisseurs partout dans le monde. Sur le papier, c'est brillant. Sauf que la réalité sur le terrain, elle, est beaucoup moins brillante. Beaucoup moins, oui. On parle de locataires sans chauffage en plein hiver. À Détroit. À Détroit. De plafonds qui s'effondrent, de sous-sols inondés d'eau usée. Et aujourd'hui, 16 janvier 2026, tout a basculé. Il y a quelques heures à peine, pendant une audience sur Zoom, la ville de Détroit a demandé à une juge de prendre le contrôle total du portefeuille de cette entreprise. Et c'est justement là qu'on va se plonger, dans ce conflit juridique qui est assez explosif entre la ville de Détroit et cette société, Real Token ou Realty. D'accord. Nos sources, ce sont des documents judiciaires, des articles d'enquête, mais surtout la transcription de cette fameuse audience Zoom qui vient tout juste de se terminer. Notre mission, c'est de comprendre la décision de la juge, les enjeux pour les fondateurs qui risquent leur fortune personnelle. Ah oui, quand même. Et puis ce que cette affaire signifie pour tout ce secteur naissant de l'immobilier tokenisé. C'est un test de résistance grandeur nature en fait. C'est ça. D'un côté, la promesse de la crypto globale, dématérialisée, et de l'autre, la réalité très concrète d'un plafond qui s'effondre. L'audience d'aujourd'hui, c'était la collision de ces deux mondes. Tout à fait. Alors, décortiquons ce qui s'est passé. Est-ce que la ville a obtenu ce qu'elle voulait? Et quel ultimatum a été lancé aux fondateurs? Commençons par le début. Il y a 2 jours, la ville a sorti l'artillerie lourde. Elle a demandé la nomination d'un administrateur judiciaire. C'est un peu l'option nucléaire en gestion immobilière, non? C'est exactement ça. Un administrateur judiciaire, ce qu'on appelle un receiver dans la loi du Michigan, c'est une dépossession pure et simple. Une dépossession. Oui, la personne nommée par le tribunal prend le contrôle total des biens. Elle perçoit les loyers, elle ordonne et paie les réparations. Elle peut même décider de démolir un bâtiment si c'est nécessaire. Et tout ça aux frais des propriétaires, Gergine? Évidemment, tout se fait aux frais des propriétaires. En gros, la ville dit « Vous êtes incapable de gérer, donnez-nous les clés, on s'en occupe et vous recevrez la facture. » Voilà. Et pour en arriver là, la situation doit être vraiment, vraiment grave. Les documents judiciaires qu'on a pu lire sont accablants. Ah oui. L'avocat de la ville, Conrad Mallett, a été très direct pendant l'audience. Il a dit « Les locataires méritent des conditions de vie décentes, y compris des services de base comme le chauffage et l'eau. » On ne parle pas de petits soucis là. Non, non. On parle d'un trou dans un toit, signalé en octobre, qui cause l'effondrement d'un plafond et qui, en décembre, n'est toujours pas réparé. Un locataire a même envoyé un email, c'est cité dans les docs, où il écrit juste « Tout mon appartement est glacial ». Il faut s'imaginer ce que ça veut dire. À Détroit, en plein hiver, ce n'est pas juste un radiateur qui marche mal, c'est une situation qui peut être dangereuse pour la santé. Cet email, c'est plus qu'une pièce à conviction. C'est un cri de détresse. C'est clair. Et ça, c'est ce qui a vraiment mis le feu aux poudres. Mais ce n'est même pas l'accusation la plus grave. Ah, parce qu'il y a pire. Oui, d'après la ville, Realty a joué avec l'argent. Le tribunal avait ordonné que les loyers soient mis sous séquestre avec une règle très stricte. Cet argent ne devait servir que pour les réparations urgentes des locataires actuels. Logique. Or, la ville accuse Realty d'avoir demandé à utiliser ces fonds, plus de 440 000 $, pour rénover 14 propriétés, dont 11 étaient vides. Attendez. Donc ils auraient utilisé l'argent censé fournir du chauffage à un locataire pour préparer une maison vide pour un futur investisseur? C'est exactement l'accusation. Ils auraient détourné l'argent de sa fonction première pour, en fait, développer leur business. C'est une accusation de détournement, ni plus ni moins. C'est comme ça que la ville le présente. Et elle va même plus loin, elle affirme que Realty aurait siphonné environ 125 000 $ de loyer vers un compte bancaire non autorisé, ce qui est une violation directe d'une ordonnance du tribunal. D'accord, le contexte est ultra tendu. Voilà, c'est dans cette ambiance qu'a débuté l'audience d'aujourd'hui. Face à des accusations aussi lourdes, j'imagine que la défense devait être solide. Alors, comment les fondateurs, les frères Rémi et Jean-Marc Jacobson, ont réagi à ça? Eh bien, ils ont tenté une manœuvre assez classique, mais très audacieuse. Ils ont demandé à être tout simplement retirés du procès, à titre personnel. Ah oui, et avec quel argument? L'argument, c'est un grand classique du droit des sociétés.
En gros, ils disent « Nous, on est juste les propriétaires d'une société mère enregistrée dans le Delaware, on vit à l'étranger, l'un en France, l'autre au Panama. On n'a pas assez de contacts personnels avec le Michigan pour y être poursuivis. » Donc, c'est pas nous, c'est la boîte. C'est ça. Ils ajoutent que les problèmes sur le terrain, c'est la faute des gestionnaires locaux qu'ils sont d'ailleurs eux-mêmes en train de poursuivre en justice. Ils essaient de se cacher derrière leur structure d'entreprise, ce qu'on appelle le voile corporatif. Mais d'un point de vue d'entrepreneur, n'est-ce pas justement le but d'une telle structure? Protéger son patrimoine personnel? C'est un principe de base, non? Et si elle estime que les individus ont agi de manière si directe qu'on ne peut pas les distinguer de leur entreprise. D'accord. Et c'est exactement ce que la ville de Détroit a cherché à prouver. Et pour ça, ils avaient des munitions, Et d'après la transcription de l'audience, c'était des munitions assez explosives. on peut le dire. D'abord, des preuves factuelles. Les frères ont signé personnellement des actes de propriété, des déclarations annuelles au Michigan, et puis il y a cet élément presque cinématographique. Ah, la vidéo! La vidéo, la ville a exhumé une interview où l'un des frères, Rémi, dit tout sourire qu'il cherche un appartement à Détroit parce qu'il doit y passer au moins 10 jours par mois. Difficile de plaider la distance après ça. C'est un argument très visuel, très parlant. Mais le coup de grâce, il est venu de leur propre avocat aujourd'hui même pendant l'audience. C'est vrai, hein? Oui, en voulant montrer leur bonne foi, il a admis qu'à un moment, les frères Jacobson avaient utilisé leurs fonds personnels pour essayer de régler les problèmes à Détroit. Non. C'est une erreur monumentale. C'est une erreur de débutant presque. Il a lui-même fourni à la partie adverse la preuve parfaite de leur implication personnelle. C'est exactement ce qui s'est passé. L'avocat de la ville a sauté sur l'occasion, évidemment. Il a dit que c'était la preuve irréfutable de leur contrôle direct. Et la juge a suivi. Et la juge, Annette Berry, a été très sensible à cet argument. Elle a ensuite fait une analyse très méthodique de la loi du Michigan sur la compétence personnelle qui repose sur 3 critères. Et elle a démonté leur défense point par point. Alors voyons ça. Sur le premier critère, en substance, elle a dit « Vous ne pouvez pas commercialiser activement des propriétés à Détroit dans le monde entier, en tirer profit, et ensuite prétendre que vous n'avez rien à voir avec le Michigan quand ça tourne mal. » C'est logique. C'est l'idée de s'être délibérément servi du marché d'un État. La juge a été très claire, je la cite de la transcription, « Il ne fait aucun doute que les frères Jacobson se sont délibérément prévalus des avantages de faire des affaires dans cet État. Leur modèle économique entier repose sur Détroit. Ils ne peuvent pas être à la fois les architectes du système et de simples spectateurs. » D'accord. Le deuxième critère, j'imagine que c'était évident, le procès découle bien de leurs activités là-bas. C'est le cœur du sujet, oui. Et le troisième critère, c'est de savoir s'il est raisonnable de les juger dans le Michigan. Et là encore, la juge a estimé que oui, Pourquoi? parce qu'ils ont créé et contrôlé toute la structure, de la société mère jusqu'aux 165 sociétés écran locales, une pour chaque groupe de propriété. 165. Oui, c'est comme une poupée russe. La juge a simplement décidé d'ignorer toutes les poupées et d'aller directement à ceux qui les tiennent. Le verdict sur ce point a donc été sans appel. La motion des frères Jacobson est rejetée, il reste personnellement mis en cause dans le procès. Le voile corporatif est percé. C'est une défaite majeure pour eux, ça veut dire que leur patrimoine personnel est maintenant en jeu. C'est plus qu'une défaite, c'est un tournant alors. Complètement. La ville demande qu'ils soient tenus personnellement responsables des coûts de réparation de 408 propriétés. On parle potentiellement de millions de dollars. Leur pari de se dissocier de leurs opérations a totalement échoué. D'accord. Donc, les frères sont sur la sellette personnellement. Mais revenons à la demande principale de la ville, la nomination de cet administrateur judiciaire. Est-ce qu'ils ont obtenu gain de cause sur ce point? Est-ce que Realty a perdu le contrôle de ses maisons ce soir? Eh bien, c'est là que la décision de la juge devient beaucoup plus nuancée. Elle a refusé. Ah, Pour l'instant, elle a refusé de nommer un administrateur. Elle a qualifié cette mesure de « remède extraordinaire » et de « dernier recours ». C'est une citation directe de l'audience. et elle a justifié pourquoi? Oui, elle a rappelé un point de chronologie important. Elle n'a signé l'ordonnance qui donnait à Realty un accès contrôlé aux fonds sous séquestre que le 5 décembre, il y a à peine plus d'un mois. Donc dans son esprit, c'est peut-être un peu trop tôt pour appuyer sur le bouton nucléaire. C'est un peu ça. Il y a une phrase dans la transcription que j'ai trouvée très révélatrice. Elle dit « Je ne suis pas convaincu qu'il n'essaie pas, je pense juste que vous devez essayer plus fort ». Oui, On sent l'exaspération là, non? Ce n'est plus seulement juridique, ça devient presque personnel. Elle leur dit en gros « Arrêtez de me prendre pour une idiote ».
C'est tout à fait ça. Elle reconnaît qu'il y a eu des efforts, mais elle les juge totalement insuffisants. Elle a rappelé que l'ordonnance de décembre était très précise. La priorité absolue, c'était les logements occupés qui manquaient de chauffage, d'eau chaude ou qui avaient des problèmes de toit. Et ça n'a pas été fait? Pas assez vite. Le fait qu'un des pires problèmes de chauffage n'ait été résolu que le 12 janvier, il y a 4 jours, l'a visiblement beaucoup irritée. Donc elle n'est pas encore prête à leur retirer les clés, mais elle leur a mis une pression immense. Et c'est là qu'arrive l'ultimatum. Voilà. Pas d'administrateur aujourd'hui, mais une mise à l'épreuve très très stricte, avec des délais incroyablement courts. La juge a été très précise d'après la transcription. Oui, elle a fixé 2 échéances non négociables. Premièrement, pour la maison avec le trou dans le toit, celui qui a causé l'effondrement du plafond, elle a dit « le trou dans le toit doit être réparé sous 7 jours ». 7 jours, c'est tout. Et pour le locataire qui vivait dans le froid depuis des mois, Pareil, elle a été tout aussi directe. Le problème de chauffage doit être résolu sous 1 semaine. c'est un compte à rebours. Exactement. Et pour être sûre que le message soit bien passé, elle s'est adressée directement à l'avocat de Realty avec une menace à peine voilée, je cite encore, « Ne vous y trompez pas, je le ferai si je le dois ». Ce « je veux ferai », c'est nommé l'administrateur. C'est ça. Avec un procès sur le fond qui commence le 27 janvier, dans à peine 11 jours, la pression est absolument maximale. Chaque heure compte pour eux. Si on résume cette journée, décisive donc, les fondateurs de Realty n'ont pas réussi à échapper à leurs responsabilités personnelles. Et l'entreprise a une semaine, montre en main, pour prouver qu'elle peut gérer la crise, sinon elle perd tout au profit d'un administrateur. C'est un sursis, mais un sursis avec une bombe à retardement. C'est une excellente image. Alors, quel est le message plus large, ici? Au-delà de Détroit, cette affaire, c'est un vrai signal d'alarme pour tout le secteur de la tokenisation d'actifs réels, les fameux RWA. Hmm. Ça démontre une chose fondamentale, on ne peut pas fractionner la responsabilité. Mettre un bien immobilier sur la blockchain, le découper en 1000 morceaux et le vendre dans le monde entier, ça n'exonère pas des lois les plus basiques sur la sécurité des locataires, le paiement des impôts et la responsabilité des propriétaires. C'est un rappel assez brutal que derrière chaque token, chaque actif numérique, il y a un bien physique, avec un toit qui peut fuir, une chaudière qui peut tomber en panne, et surtout des vies humaines. Tout à fait. L'innovation ne peut pas être une excuse pour la négligence. La technologie change l'enveloppe financière, mais elle ne peut pas ignorer les réalités du terrain. C'est fascinant parce que la structure même de Realty, avec ses centaines de sociétés écrans, était conçue pour diluer cette responsabilité, pour la rendre floue. Mais la justice de Détroit, en visant directement les fondateurs, en perçant ce voile, a envoyé un message très clair. Cette opacité, cette tentative de se déconnecter des conséquences réelles de ces investissements, ça ne sera pas toléré. Ce qui nous amène à la pensée finale. Dans sa propre documentation, son white paper, Realty promettait aux investisseurs qu'il conserverait tous les droits et protections juridiques de la propriété immobilière traditionnelle. Oui, je m'en souviens. La question qui se pose maintenant, après l'audience d'aujourd'hui et cet ultimatum, c'est de savoir si cela inclut aussi la responsabilité illimitée qui accompagne une négligence aussi grave. Pas seulement pour l'entreprise, mais pour les fondateurs eux-mêmes, jusqu'à leur dernier dollar personnel.